Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue pour cette séance publique du Conseil municipal d'Asnières. Tout le monde est en place. Très bien. Quelques retardataires vont nous rejoindre. Afin que cette séance ne soit pas perturbée, je vous remercie de bien vouloir mettre vos portables en mode silencieux. La séance est donc ouverte. En premier lieu, je vous donne des éléments de compte-rendu sur 2 points inscrits à l'ordre du jour. En application du Code général des collectivités territoriales, je vous informe que l'ordre du jour est modifié par le retrait de 2 points. Chapitre 3, Finances, attribution de subventions. Concernant l'attribution d'une subvention aux associations dans le cadre de l'appel à projet 2021 pour la création d'un atelier graffiti et d'une décoration art urbain. En effet, l'attribution de cette subvention faisait suite à un appel à projet dans le cadre duquel les candidats avaient jusqu'au 25 mai dernier pour se prononcer. Faute de déclaration de candidature, nous sommes amenés à retirer ce point à l'ordre du jour. Le second point concerne les finances, toujours avec l'avis du conseil municipal sur la demande de remise gracieuse d'un régisseur. En effet, nous attendons un retour de la direction départementale des finances publiques. Nous ne sommes pas encore en possession, donc dès qu'on l'aura, on remettra tout ça à l'ordre du jour. Concernant les questions orales, je vous informe qu'il n'y en a pas ce soir. Nous n'avons été saisis ni destinataires d'aucune question orale. Nous passons maintenant au chapitre nomination du secrétaire de séance. Donc si vous en êtes d'accord, comme à l'accoutumée, c'est toujours le plus jeune d'entre nous. Et jusqu'alors, rien ne change. C'est toujours M. Huette. Tout le monde est d'accord. Lui-même étant d'accord aussi au préalable. C'est toujours bien quand même d'avoir l'accord de la principale intéressée. Donc, ok. Donc Hugo sera secrétaire de séance. Cher Hugo, pour l'appel nominal. Monsieur Manuel Ashliman. Présent. Monsieur André Mancipose. Présent. Madame Angelina Bourdier-Charef. Monsieur Thomas Lam. Présent. Madame Josiane Fischer. Présent. Monsieur Guillaume Mar. Madame Caroline Carmentran. Présent. Monsieur Frédéric Sidbon, excusez, pouvoir Monsieur André Mancipose. Madame Marido Ashliman. Monsieur Thierry Cellier. Présent. Madame Julie Casaban. Monsieur Thierry Michel Isoard. Présent. Madame Sylvie Ménard. Présent. Monsieur Thierry Legac. Présent. Madame Rita Chriki-Mangeau. Monsieur Cyril Reclus. Présent. Madame Marie-Christine Saradjian. Présent. Monsieur Thomas Doublic. Présent. Madame Barbara Tretenard. Présent. Monsieur Frédéric Couvercel. Présent. Madame Clotilde Dubois. Monsieur Christophe Guillaume-Noël. Madame Emmanuela Dupont. Présent. Madame Cécile Deloy. Présent. Monsieur Hugo Huette présent. Madame Lise Fagna. Présent. Madame Valérie Letiers. Présent. Madame Mehraal. Monsieur Thibaut Acrise. Madame Sabrina Asseli. Monsieur Philippe Garrigue. Madame Isabelle Kaplan. Monsieur Armand Coury. Monsieur Arthur Coste. Madame Fariza Amar. Monsieur Antoine Depin s'excuser, pouvoir Madame Caroline Carmentran. Madame Florence Sivac. Monsieur Hugues Boulard. Madame Danielle Guettet. Monsieur Daniel Neymarck. Madame Aminata Cissé. Monsieur Nicolas Auneveux. Madame Marie-Hélène Bonneau. Monsieur Marc Sonnet. Madame Catherine Costa. Monsieur François Tronchon. Madame Sandrine Picard-Marcovecchio. Madame Frédéric Auvray. Monsieur Laurent Guillard. Madame Francesca Paschini. Monsieur Thomas Bury. Monsieur Romain Géanin. Madame Hélène Ravier. Bien, le quorum est atteint. On peut délibérer. Nous poursuivons donc la présentation des points à l'ordre du jour avec nos 3 rapporteurs. Monsieur Marc Sonnet, pour la partie finance, commande publique, concession, communication de la liste des décisions, et enfin les subventions dans un deuxième temps.
Ensuite, Christophe Guillaume-Noël pour la partie urbanisme et habitat. Et enfin, Madame Méral pour la partie politique de la ville, commerce, propreté et enfin culture. Monsieur Marc Sonnet, vous êtes le bienvenu, nous vous écoutons. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon. Monsieur le maire, chers collègues, l'ordre du jour appelle les points suivants, notamment sur les finances. Donc, sur les ajustements entre l'inventaire de la ville et l'État sur les actifs de trésorerie. Donc, comme vous le savez, les collectivités territoriales disposent d'un patrimoine destiné à leur permettre de remplir les missions qui leur sont dévolues. Donc, on a constaté à ce sujet en tout cas des discordances qu'il convient de régulariser. C'est la raison pour laquelle cette délibération vous est soumise. En deuxième point, le renouvellement de la convention avec l'Agence nationale pour le traitement automatisé des infractions sur la convention relative à la mise en œuvre du forfait post-stationnement. Donc, comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2018 et la dépénalisation du stationnement, une convention est effectivement conclue avec l'ANTE, et donc il s'agit de la renouveler pour une période de 3 ans. Troisième point, la convention qui vise à renouveler le groupement de commandes avec la ville de Clichy-la-Garenne pour l'organisation du feu d'artifice et de la fête nationale pour les 3 prochaines années. Donc il s'agit de reconduire la même convention qui nous lie avec notre ville voisine. S'agissant de la partie commande publique, donc une délibération portant rectification d'une erreur matérielle sur une délibération du 26 novembre 2020. Donc il convient d'adopter cette délibération pour, en tout cas, régulariser cette erreur. Enfin, on voudrait bien prendre acte de la liste des marchés publics et des avenants passés entre le 13 mars 2021 et le 3 mai 2021, pour information. Enfin, sur les concessions de services publics, il s'agit d'abord d'une subvention et d'une avance remboursable aux titulaires pour le contrat de concession de service public avec le cinéma L'Alcazar. Donc il s'agit effectivement de conclure cette concession pour le renouvellement des installations dans le cadre des travaux de rénovation avec le cinéma. Enfin, vous aurez 2 avenants avec la société Sogeres pour le CEF municipal et la restauration municipale, visant en tout cas à prolonger la concession jusqu'au 31 décembre de cette année, du fait du contexte de la crise sanitaire. Et enfin, donc, les décisions prises en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Il s'agit uniquement de prendre acte de ces décisions. Je vous remercie. Merci. On vous rendra la parole pour les subventions, c'est ça? Si vous pouvez attendre là, si vous voulez. Non, on fait le débat sur la première partie et puis on vous rendra la parole sur les subventions, mais on vous laisse attendre sur votre pupitre. Alors, donc, sur ces premiers points évoqués par le rapporteur, est-ce que vous avez des questions, des interventions Oui, Monsieur Tronchon, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. J'avais en fait une question que j'avais déjà soumise effectivement lors de la commission mixte la semaine dernière sur le renouvellement avec l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Ma question portait sur la communication de documents mis à jour, notamment concernant les annexes et concernant les frais d'envoi des FPS nommément. Qui, justement, basé sur des tarifications de 2017, semblaient sous-évaluées. Or, c'est bien sur ce point-là que la ville sera facturée par cette entreprise. Donc, je souhaitais avoir des précisions sur les tarifications. Merci. Thomas Lam, maire adjoint. Merci. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, sur la convention, les tarifs mentionnés pour les envois postaux sont ceux de 2017, mais il est précisé en fait que chaque année, ces tarifs peuvent être réévalués. Donc, je suis en train de reprendre le document de convention. Oui, en fait, donc vous avez une réévaluation annuelle
qui est en fait basé sur un pourcentage en fonction de la hausse de tarifs classique des frais postaux. Donc en fait, le tarif évolue au fil de l'eau, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça, ça reste linéaire, mais avec une augmentation, avec un léger pourcentage tous les ans. Et comme on avait échangé, donc je vais vous donner quelques chiffres un peu sur le FPS sur annuaire. Donc sur les dernières années, on a eu une évolution de ce qu'on appelle le forfait post-stationnement. Donc en 2019, on a verbalisé à peu près 15 000 fois. En 2020, on a eu une baisse due notamment au Covid avec environ 10 000 forfaits post-stationnement. Et puis là, sur la partie 2021, on démarre avec, jusqu'à date d'aujourd'hui, on a 5 500 FPS qui ont été émis. Il faut savoir que la baisse, donc cette année, en fait, on peut constater qu'il y a une petite baisse en prorata par rapport à 2019, mais elle est corrélée à une hausse des abonnements. C'est-à-dire qu'en fait, les Anérois s'abonnent de plus en plus, notamment grâce aux outils numériques et à la politique tarifaire que nous avons mis en œuvre, qui est relativement avantageuse par rapport aux villes voisines. Donc voilà, les gens s'abonnent, prennent les abonnements mensuels ou annuels, et donc on a plus de rentrées financières côté abonnement, et le nombre de FPS en conséquence diminue légèrement. Voilà. Merci pour ces explications. Pas d'autres interventions. On va passer au vote là-dessus, si vous voulez bien. Donc sur l'ajustement entre l'inventaire de la ville et l'état d'actifs de la trésorerie, je soumets ce point au vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le second point, le renouvellement avec l'Agence nationale pour le traitement automatisé des infractions. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité, merci. La convention constitutive d'un groupement de commandes pour l'organisation du feu d'artifice de la fête nationale. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité, merci. Sur la commande publique, la délibération portant rectification d'erreurs matérielles pour la délibération du 26 novembre 2020. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité, merci. Sur la liste des marchés publics, il ne s'agit pas de voter pour ou contre, mais de prendre acte de cette communication. Donc, qui prend acte de la communication qui a été faite? Tout le monde, merci. Sur la concession, donc l'attribution d'une subvention et d'une avance remboursable au titulaire du contrat de concession de service public portant sur la gestion et l'exploitation du cinéma L'Alcazar. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité, merci. L'avenant numéro 2 au contrat signé avec Sogeres pour la concession du service public de confection et distribution des repas du SALF municipal. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité, merci. L'avenant numéro 3 au contrat signé avec la société Sogeres pour la concession du service public pour l'exploitation de la restauration scolaire et municipale. Qui vote pour? Qui s'abstient? Alors, attendez. On a 2 abstentions, c'est ça? Vous avez pris des notes? Ok, et donc qui vote contre? Donc adopté, je vous remercie. Sur la communication des décisions prises en vertu de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, qui prend acte de cette communication? Tout le monde? Très bien, je vous remercie. Maintenant, on passe au chapitre subventions. Et je rends la parole à monsieur le rapporteur Marc Sonnet. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Donc, pour l'attribution de subventions, d'abord en premier lieu, le studio d'Asnières, donc, comme vous le savez, est un acteur important dans la vie culturelle de notre ville. Dans le cadre d'une convention pluriannuelle d'objectifs qui lie la ville à cette structure, donc, il est proposé en tout cas, de solliciter une subvention de 900 € en faveur du studio d'Asnières.
Deuxième point concernant l'association ACCS Asnières Villeneuve 92, une subvention conditionnée dans le cadre notamment du championnat de France ainsi qu'en Coupe d'Europe de futsal, afin de lui permettre d'acquérir un sol amovible de type parquet futsal dans la salle de l'Arena Teddy Riner. Autre subvention concernant l'école maternelle Flachat. Il est donc proposé d'approuver en tout cas l'opération qui s'avère à un montant de 55 611 € et donc solliciter toute subvention relative à ce projet. Deuxième point concernant le terrain synthétique du stade Jacques Anquetil. Même chose, solliciter une subvention pour en tout cas améliorer la pratique du sport de football et le hockey sur gazon. Troisième demande de subvention concernant l'Azur Tennis Club, et donc proposer également de solliciter une subvention pour approuver les travaux d'étanchéité des toitures terrasses. Une autre subvention concernant la police municipale, et donc visant notamment l'équipement de sécurité et d'équipement des véhicules, enfin du dispositif de procès-verbal électronique et de lecture automatisée des plaques d'immatriculation. Donc il est proposé de solliciter une subvention dans ce cadre. L'autre subvention concerne justement les véhicules équipés de police municipale, où il est proposé également de solliciter une subvention pour l'acquisition de ces deux véhicules. Enfin, donc, les véhicules électriques, l'attribution en tout cas de bornes de recharge pour les véhicules municipaux sur les 3 sites que sont l'hôtel de ville, l'immeuble ActiWest et l'immeuble rue des Parisiens. Il est proposé de solliciter une subvention pour l'acquisition de ces bornes électriques. Enfin, une demande de subvention pour l'acquisition d'automates de prêt, de puces RFID, de portiques anti-vol et d'une étagère de retour intelligente pour les médiathèques municipales dans le cadre de la modernisation des équipements des médiathèques. Je vous remercie. Merci pour cette excellente synthèse. Y a-t-il des questions, des interventions? Pour l'opposition, oui. Monsieur Géanin, et puis ensuite Monsieur Guillard et Monsieur Tonchon. Oui, merci Monsieur Echiman. Bonsoir à toutes et à tous. Un mot... D'abord, je vous ai dit, je le fais systématiquement pour vous demander une nouvelle fois de préférer une présentation différente des conseils municipaux, comme ça se fait dans 99% des villes de France, c'est-à-dire une présentation qui nous permette de délibérer, de débattre point par point et non plus chapitre par chapitre, parce que la présentation l'a d'ailleurs démontré, on mélange parfois un peu tout n'importe quoi et c'est difficile à suivre, je le dis vraiment pour les Agnéroises et les Agnérois et dans leur intérêt, c'est difficile à suivre pour les gens. Nous sommes des élus, donc nous suivons les dossiers, nous savons de quoi il est question, mais ils ne sont pas toujours présentés de manière très exhaustive et plusieurs Agnéroises, plusieurs Agnérois nous disent qu'ils ont parfois du mal à suivre. Donc je vous refais cette demande, ça fait la 4e ou la 5e fois, je sais que je me répète et qu'à chaque fois vous répondez non, mais... pour améliorer un peu la démocratie locale dans notre ville, ça me semble important. Sur le fond maintenant du débat, un mot pour vous dire que nous voterons pour les subventions qui sont attribuées, notamment parce que le secteur culturel et sportif, pour ne retenir que celui-là, a énormément souffert et souffre encore d'ailleurs durant la période que nous venons de traverser et que nous traversons encore. Et il nous semble évidemment important d'encourager tous les acteurs culturels, sportifs qui voudraient organiser des rencontres, des événements, que sais-je encore. Il nous semble important de les encourager, ces acteurs, en leur attribuant les subventions nécessaires. J'en profite pour vous poser une question d'ailleurs à ce sujet. Est-ce que dans notre ville, d'autres acteurs, notamment culturels, vous ont fait des demandes de subventions? Et est-ce qu'il est prévu au cours de l'année, au cours des prochains mois de l'année en tout cas, d'accorder d'autres subventions de ce type? Merci. Merci. Je vais laisser la parole à Josiane Fischer. Juste un tout petit mot, parce qu'effectivement, à chaque conseil municipal, vous reprenez sur le mode d'organisation. Nous considérons pour notre part, et je pense qu'on le voit bien d'ailleurs avec le début de ce conseil municipal, que tout le monde justement est en liberté d'intervenir sur tous les points de l'ordre du jour et qu'il est justement utile aussi de présenter ces points de l'ordre du jour de façon synthétique telle que nous le faisons, plutôt que de longs monologues rébarbatifs.
qui tue quelque part le débat. Donc on préfère effectivement laisser la place au débat avec une synthèse qui n'oublie aucun point et qui présente de façon très simple chaque point de l'ordre du jour pour ensuite favoriser le débat, que vous ne manquez pas d'ailleurs les uns et les autres de faire vivre, puisque vous intervenez tous sans aucune restriction. Josiane Fischer. Alors, en ce qui concerne des demandes qui nous auraient été apportées par des structures culturelles en raison de la situation sanitaire particulièrement, non, il n'y en a pas eu de nouvelles. Ce qui a été fait en 2020, ça a été un examen très précis avec mon collègue Guillaume Mar et également avec Clotilde Dubois qui s'occupe des associations, de la situation des associations sur l'année dernière par rapport aux difficultés qu'elles ont rencontrées. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus par rapport à la pandémie. Bon, aujourd'hui, vous savez que des ajustements ont été faits en fin d'année 2020, que par ailleurs, dans le cadre du financement par le conseil départemental, dans le cadre du contrat ville-département, toutes les subventions du département ont été maintenues. Donc je pense que les associations ont pu passer ce cap difficile de l'année 2020. Et cette année, on espère que tout se passera bien d'un point de vue financier. Mais je pense, monsieur le maire ne me démentira pas, si en fin d'année 2021, il y avait encore des difficultés en relation avec la situation sanitaire, la même politique s'appliquerait. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est réactif sur tous ces sujets-là, dans tous les domaines, que ce soit associatifs ou autres, d'ailleurs, de la vie municipale. Et donc, il est normal qu'on adapte aussi ce point de vue à tout ce qui peut se produire sur notre commune jusqu'à la fin de cette pandémie. Et puis, de toute façon, même au-delà de ça, on a toujours eu une réactivité par rapport aux différents sujets de la vie municipale. Parce que parfois, même quand il n'y a pas de pandémie, il peut arriver que telle ou telle structure soit dans la difficulté pour des raisons particulières. Donc il y a toujours une oreille bienveillante, évidemment, des services par rapport à ces situations-là sur lesquelles on doit venir en appui naturellement. Marido Schliemann et puis ensuite Monsieur Guiard. Oui, merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc je saisis l'occasion pour compléter ce qui a été dit pour répondre à l'interrogation en indiquant que naturellement sur sollicitation de différentes associations et structures locales, nous avons apporté au niveau de la mairie des aides diverses et variées. Nous sommes intervenus aussi, et moi je l'ai fait en tant que conseillère régionale, en faveur d'associations notamment qui œuvrent dans le champ de la culture. Je pense notamment au Théâtre du Voyageur qui rencontrait des difficultés par rapport à ces échéances de loyer auprès de la SNCF et nous avons obtenu gain de cause et monsieur le maire a aussi appuyé cette demande. Donc l'association a pu être aidée pour passer le cap difficile de la Covid, enfin de l'épidémie à Covid-19. Pour la même association, mais aussi pour d'autres, j'avais pris la peine de contacter toutes les associations pour leur indiquer que la région Île-de-France avait également voté des crédits exceptionnels pour soulager, soutenir les associations culturelles rencontrant des difficultés. Donc la même Théâtre du Voyageur a obtenu aussi une subvention, mais aussi d'autres associations, je ne vais pas toutes les énumérer. Donc ça, c'est le premier point. Il y a aussi des subventions exceptionnelles qui ont été votées par la région Île-de-France pour le mouvement sportif, notamment pour accompagner la formation des encadrants, des formateurs. Donc les associations ont pu être informées et plusieurs ont postulé. Donc tout ça, c'est pour vous dire que Josiane Fischer a évoqué tout à l'heure le conseil départemental, mais les autres collectivités, notamment la région, sont intervenues pour renforcer le soutien que la mairie a apporté aux associations et aux structures pendant le Covid. C'est aussi, j'y pense, le cas du théâtre Armand de Béjart qui a obtenu une subvention spéciale Covid et aussi le cinéma L'Alcazar qui a obtenu une subvention de 35 000 € de la région Île-de-France, toujours dans le même cadre, le même dispositif qui veillait justement à les aider, à les soutenir, à préparer la reprise de leur activité, soit à travers des travaux de rénovation
comme c'est le cas pour le cinéma L'Alcazar, ou bien l'achat d'équipements de protection individuelle ou collective pour ce qui concerne le théâtre Armand Béja. Donc la liste est disponible si vous le souhaitez. Je pense qu'on a fait le maximum. Ensuite, il y avait des critères, il fallait remplir les critères, tout comme pour les commerçants qui ont pu bénéficier de l'aide au loyer, par exemple, et des différentes aides qui ont été mises en place par la région Île-de-France. Merci. Oui, merci. Monsieur Guillard, pour l'opposition. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. Ma demande porte sur la demande de subvention dans le cadre de l'acquisition par la police municipale d'un équipement de sécurité et d'équipements relevant du dispositif PVE et l'API. J'ai émis une question, une interrogation concernant le type d'équipement de sécurité, puisque la délibération est assez sibylle en l'occurrence, puisqu'on voit radio, gilet pare-balles et 3 petits points. J'attendais une réponse suite à cette interrogation en commission mixte de la part de monsieur Lam ou des services. Est-ce que vous pourriez me la communiquer maintenant? Merci. Monsieur Lam, maire adjoint. Oui, merci. Alors effectivement, les équipements comportent, pour être précis, 5 gilets pare-balles, une soixantaine de batteries, des radios, et puis donc du matériel logiciel pour faire fonctionner les radios et les géolocaliser, et puis une prestation de sécurisation et de contrôle de l'ensemble de ce matériel. Voilà, précisément. Merci. Monsieur Tronchon pour l'opposition. Merci. Comme pour mon collègue monsieur Guillard, j'avais aussi des demandes de précision que nous avons pu transmettre lors de la commission mixte, notamment sur les véhicules qui sont acquis par la police municipale, savoir quels étaient les types de véhicules acquis, sachant qu'on parle d'un budget de 35 000 € pour 2 véhicules. Donc j'imagine que ce ne sont pas des grands camions ni des vélos comme on avait pu l'évoquer. Deuxième point, toujours sur la police municipale, c'est justement préciser, parce qu'on nous parle dans la délibération excusez-moi, je retrouve de PVE et de l'API, donc PVE pour procès-verbaux électroniques et l'API, lecture automatisée des plaques d'immatriculation. Je suppose que les PVE, donc procès-verbaux électroniques, sont du matériel portatif qui sera à la disposition des agents, là où l'API sera un dispositif embarqué, et donc savoir si effectivement ce dispositif sera ajouté au nouveau véhicule. Voilà. Et dernier point qui était sur les demandes de subvention pour les bornes de recharge pour les véhicules électriques dans les bâtiments municipaux. Un autre point que nous avions abordé, c'était de savoir quelle était la part de véhicules électriques actuellement dans le parc municipal et quel est le plan sur les prochaines années d'évolution de ce parc en termes de pourcentage, donc savoir de combien on part et jusqu'à combien on arrive. Pour finir, pour rejoindre en partie ce que disait monsieur Géanin, la présentation par groupe, moi je vous l'avais déjà dit, me semblait cohérente par grand thème. Par contre, je pense que effectivement le rapport mériterait d'être légèrement enrichi, notamment du fait que la plupart des questions que nous avons ont déjà été posées en commission mixte, et donc on pourrait enrichir la présentation. Il y a notamment un certain nombre de points sur lesquels nous n'avons pas spécialement à réintervenir, mais pour la compréhension de nos concitoyens, il pourrait être intéressant de donner un peu plus de précision que simplement les énoncés des titres de délibération. Voilà. Oui, alors on est allé au-delà des titres, hein, fort heureusement, mais bon, effectivement, s'il y a des compléments parfois... Bon, ce qui est bien aussi, c'est que vous puissiez vous-même demander ces compléments, parce que de toute façon, on ne sera jamais totalement exhaustif sur une délibération. Et c'est bien aussi qu'avec vos interventions, vous puissiez vous-même demander tel ou tel éclairage. Ça vous permet aussi d'axer sur tel ou tel point qui vous semble plus important. Thomas Lam, Thierry Sellier. Thomas. Oui. Ah, bah alors peut-être Madame Picard qui complète l'intervention de Monsieur Tronchon, comme ça vous pourrez répondre de façon groupée. Oui, merci. Vous avez la parole.
Oui, merci. Effectivement, dans les questions que nous avons transmises avant ce conseil municipal, donc d'ailleurs, enfin, juste en passant, je ne crois pas que vous ayez énoncé qu'il y avait des questions qui avaient été transmises au début de l'intervention, mais ce n'est pas très grave. Donc, dans nos questions, on a fait certaines propositions, et effectivement, là, pour la clarté des exposés, on a par exemple proposé qu'effectivement, si le fonctionnement thématique est conservé, et comme vient de le dire François, donc, ce qui a plutôt notre approbation, on proposait ou on demandait à ce que cette présentation thématique, elle soit par exemple affichée pendant cette séance, puisque derrière vous, monsieur le maire, il y a un écran que nous voyons tous et qui est noir. Donc du coup, on ne voit pas, nous non plus, en fait, l'ordre thématique tel qu'il va être abordé. Et on proposait également dans notre question, entre guillemets, ou dans notre envoi, que cet ordre soit également affiché de temps en temps pour les personnes qui regardent le conseil municipal, afin qu'ils puissent se repérer. Donc on avait fait cette proposition complémentaire. Donc voilà. Je voulais... Oui, tout à fait d'accord là-dessus, hein, puisque tout ce qui peut effectivement porter à clarification et à montrer notamment aux spectateurs le déroulement de la séance est le bienvenu. Donc oui, donc, pour le prochain conseil municipal, hein, je le dis à monsieur le directeur général des services, pour qu'on puisse procéder ainsi. Thomas Lam et ensuite Thierry Sellier. Oui, merci. Donc pour répondre à monsieur Tronchon sur la partie équipement de police municipale, alors effectivement vous supposez bien, donc le PVE c'est bien un matériel portatif qui sera mis à disposition des agents pour verbaliser avec des systèmes de type tablette. Et le dispositif LAPI, c'est effectivement un dispositif embarqué. Alors pour être précis, il ne sera pas installé dans les 2 véhicules dont on va parler ultérieurement qui ont fait l'objet d'une acquisition récente, mais il va être installé dans un véhicule de type classique, un petit véhicule de tourisme de type Clio ou autre. Voilà, donc il n'y a pas forcément besoin d'embarquer le LAPI dans un gros véhicule. Sur la partie subvention, donc effectivement, pour être tout à fait précis, la demande porte sur l'équipement des véhicules et non pas sur les véhicules en tant que tels. Donc la région, comme l'État, octroie des subventions effectivement sur la partie sécurité, enfin je veux dire sur la partie équipement de sécurité pour les véhicules et non sur les véhicules en tant que tels. Donc les 35 000 € dont il est fait mention, donc ça concerne des protections spéciales qui ont été installées sur les véhicules de type grille de protection, des fauteuils renforcés, un traitement des vitres, des équipements de protection des vitres, des protections spéciales contre le feu, les lumières spéciales, les sérigraphies, gyrophares et autres haut-parleurs. Donc voilà, c'est tout le détail du matériel dit sécurité qui a donc été installé sur ces 2 véhicules. Alors ces véhicules sont des Peugeot Rifter, pour être tout à fait précis, donc des petits fourgons, et qui font donc l'objet d'une demande de subvention auprès de la région Île-de-France notamment. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions, il me semble. Monsieur Tronchon. Donc en fait, juste, merci pour vos précisions. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut revoir la délibération, parce que la délibération dit bien que la ville souhaite procéder à l'acquisition de 2 véhicules équipés pour un coût de 35 000 €. Et pas que c'est le coût de 35 000 €, soit l'équipement, mais bien l'acquisition. Donc la délibération, effectivement, n'est pas claire là-dessus. Si on lit... Faisons la modification adéquate, hein, moi ça me pose il y a pas marqué de donc effectivement dans la délibération, il y a marqué en procédant à l'acquisition de 2 véhicules équipés pour un coût de 35 000 €. Donc c'est vrai que c'est pas extrêmement clair, mais si on sépare voilà, ça peut paraître avoir du sens aussi. Alors je ne sais pas s'il y a besoin de la préciser ou pas, ou de la réécrire, mais en tout cas, c'est effectivement concernant l'équipement. On peut faire un amendement en séance sans difficulté, hein, pour préciser le point.
D'accord, on fait comme ça? Donc on fait la formulation exacte. Qui veut formuler exactement l'assertion? Comme ça, on va le voter directement. Josiane. La formule précise doit être en procédant à l'acquisition de 2 véhicules, virgule, équipés pour un coût de 35 000 €. Donc les 35 000 €, c'est ça? Le titre? Oui, Thierry Michel. Je propose la formulation suivante, d'approuver l'acquisition d'équipements pour 2 véhicules destinés à la police municipale. Alors on y est presque, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. On va faire un groupe de travail, je vous propose. Non, je plaisante. On rajoute les 35 000 €. Bon, on va laisser... non, mais toutes vos idées sont bien, il n'y a pas de souci. Hein, je veux dire, voilà. On va laisser Monsieur le Directeur Général des Services nous faire une petite proposition pour quand on va passer au vote. Et voilà. Hein, ah, Marido, peut-être, toi-même, tu as ton mot à dire là-dessus? Non, moi, je ne vais pas participer à l'œuvre de rédaction de collective. Ce projet de délibération. Je vais laisser Monsieur le DGS œuvrer. Non, je voudrais juste préciser, et ça a été dit de façon rapide par notre collègue Thomas Lam, mais préciser que effectivement ces contributions régionales sont importantes parce qu'elles contribuent à renforcer l'action de la mairie pour la sécurisation de notre ville et de nos forces de police en général. Pour mémoire, le commissariat de police nationale a bénéficié il y a quelque temps de subventions pour l'amélioration des conditions d'accueil et l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires de police. Et très régulièrement, nous faisons effectivement des demandes pour le financement, l'acquisition d'équipements de gilets pare-balles, d'équipements de protection des policiers, et également l'acquisition de caméras de vidéoprotection. Donc c'est très important et ça nous permet de rendre notre ville de plus en plus sûre et sécure. Merci. Alors, Monsieur Cellier, puis ensuite Madame Costa. Oui, merci Monsieur le maire. Bonjour à tous. Bonsoir. Pour répondre à Monsieur Tronchon au niveau des véhicules, donc effectivement la municipalité dispose de 142 véhicules, dont 37 véhicules électriques et 2 VL hybrides. Pour vous donner des chiffres au niveau des évolutions, en 2019, nous avions 8% de véhicules électriques. En 2020, avec M. Thomas Doubic, nous avons effectivement insisté sur le renouvellement du parc vert de l'électrique. Et donc en 2020, nous sommes passés déjà à 13% de véhicules électriques, en 2021 à 27%. L'objectif est d'arriver pour 2022 à 40% et pour 2023 à 50% de véhicules électriques sur la commune. Merci. Madame Costa. Oui, bonsoir, à toutes et tous. Juste une petite remarque. Je vois qu'on parle beaucoup de ce que fait la région ce soir. Je sais qu'on est en période quand même de droit de réserve, donc si tout le monde parle de la région, je pense qu'on peut aussi nous parler de ce que fait le gouvernement dans tout ce qui est subvention et ce qui arrive ensuite et à la commune et par ricochet aux associations. Donc je pense qu'il faut qu'on soit tous quand même ce soir qu'on fasse très attention sur ce qui est dit. On est en période de campagne électorale. Je n'ose imaginer qu'on évoque ici la région parce que des personnes sont très bien placées sur les listes. Merci. Bon, Marido, on ne va pas lancer une polémique là-dessus, mais... Non, ce serait dommage. Je voudrais juste rappeler à notre jeune collègue, puisque vous avez rejoint les bancs de notre Assemblée l'année dernière. D'abord, je ne suis intervenue que sur des délibérations inscrites à l'ordre du jour du Conseil municipal et qui prévoient de mandater le Conseil, Monsieur le maire, pour solliciter le Conseil régional, pour solliciter des subventions auprès de la région Île-de-France. Donc, si vous voulez, votre propos est tout à fait inadapté. Libre à vous, nous sommes dans une enceinte de Conseil municipal, de parler de ce que vous voulez évoquer, à condition que ça ait un rapport avec l'ordre du jour.
Si vous voulez parler des interventions, des contributions de l'État, du gouvernement, vous pouvez y aller dans ces conditions-là. Nous sommes dans un conseil municipal, les élus ont la liberté de parole, sous le strict respect voilà, des uns et des autres. Il ne faut pas vous formaliser, mais si vous n'avez rien à dire, bien, vous ne parlez pas. Bien. Bon, au-delà de ça, de toute façon, c'est vrai que le département et la région sont des partenaires tout au long de l'année, je veux dire, période électorale ou pas. Et donc c'est aussi pour ça que nous les sollicitons et que nous sollicitons ces différentes instances pour notamment aider la collectivité sur différentes acquisitions, que ce soit maintenant ou hors période électorale, évidemment. Alors, on va passer au vote maintenant, si vous voulez bien. Alors, est-ce que par rapport aux associations, personne n'est dans les bureaux des associations concernées? Non, on ne vote pas la politique de la ville, là, on est sur les différents points évoqués par messieurs Sonnet. Donc, a priori, tout le monde reste. Non, vous êtes sûr? Bon. Alors, sur les attributions de subventions, donc. Pour l'attribution au studio d'Anières d'une subvention complémentaire au titre de l'année 2021, qui vote pour? Qui s'abstient? Ah, Madame Fischer qui ne participe pas au vote. C'est une nouvelle variante. Entre le fait de sortir et de ne pas voter, c'est-à-dire quand on n'a pas eu le temps de sortir, enfin... ouais. Bien, donc on a voté pour, qui s'abstient, qui vote contre, qui est NPPV, c'est adopté, d'accord, parfait. L'association Access, donc pour le parquet, qui vote pour, qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité, merci pour eux. Sur la demande de subvention dans le cadre des travaux de rénovation thermique et d'étanchéité de l'école Flachat, qui vote pour, qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Sur la demande de subvention pour le terrain synthétique du stade de Anctil, qui vote pour, qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Sur la demande de subvention pour les travaux pour Azur Tennis Club, qui vote pour, qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Sur la demande pour la police municipale d'un équipement de sécurité et d'équipement relevant du dispositif LAPI, qui vote pour, qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Donc là, sur les 2 véhicules équipés pour la police municipale, qu'est-ce que vous nous proposez de beau, monsieur le directeur général des services? Une virgule après véhicule, est-ce que ça vous va? Qui est finalement la solution la plus... Ça vous va? C'est jouable au niveau de la typographie? Oui, non, je plaisante. Donc on est d'accord, donc en rajoutant une virgule après véhicule, moyennant ça, effectivement, les choses sont plus claires. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Vous voyez, comme quoi une virgule, ça fait beaucoup, hein? Ça fait l'unanimité. Ben oui. La demande de subvention afin d'installer des bornes de recharge pour véhicules électriques dans certains bâtiments municipaux. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Et enfin, la demande de subvention pour l'acquisition d'automates de prêt, de puces, de portiques anti-vol, etc. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On va maintenant passer au chapitre urbanisme et habitat. Et j'invite M. Christophe Guillaume-Noël à nous rejoindre pour le présenter. Merci.
Monsieur le maire, mes chers collègues, il vous est demandé de vous prononcer sur plusieurs délibérations. 5 vont concerner l'urbanisme et 2 concerneront l'habitat. Concernant l'urbanisme, la première délibération est l'acquisition à l'euro symbolique et incorporation dans le domaine public communal de la parcelle AL 227. Un peu d'historique. En novembre 1960, la ville d'Asnières avait décidé de prendre à charge l'aménagement de l'avenue des Chasseurs, qui était une voie privée ouverte à la circulation publique, et l'aménagement menait à bien de la classer dans la voirie communale. Quelques années après, en mai 1972, la ville a décidé à l'identique de classer la dite avenue dans la voirie communale et de continuer à prendre en charge l'entretien de cette voie jusqu'à son incorporation dans le domaine communal. Depuis cette date, l'emprise concernée n'avait pas fait l'objet d'une division parcellaire et d'un acte de rétrocession pour intégration dans le domaine public. Afin de régulariser cette situation foncière, la ville entend acquérir à l'euro symbolique l'emprise de voirie correspondant à la parcelle AL 227 d'une superficie d'environ 153 m² appartenant à l'indivision Besse-Goyot. Sur les délibérations 2 et 3 concernant l'acquisition de la parcelle cadastrée R54 9 rue Picard et l'acquisition des lots 1, 2, 3 et 4 au sein de la copropriété 6, 5 rue Picard, cadastre R56. Une synthèse pour les 2 délibérations. Dans le cadre de la convention d'intervention foncière signée le 9 juillet 2007, la ville et l'établissement public foncier d'Île-de-France, l'EPF 92, ont identifié plusieurs secteurs opérationnels dans le quartier de la Pointe-Voltaire, afin d'engager sa requalification. Cette politique a permis la réalisation de plusieurs programmes immobiliers qui concourent aujourd'hui à l'amélioration de l'habitat dans le quartier. De ce fait, la ville souhaite acquérir auprès de M. Georges Gelin la parcelle 9 rue Picard d'une superficie d'environ 317 m². Il nous est donc demandé d'autoriser cette acquisition au prix de 450 000 €. La ville souhaite aussi acquérir auprès de l'indivision Lachaud la copropriété qui est 6, 5 rue Picard, pavillon dégradé, actuellement vide et muré, d'une surface d'environ 54, presque 55 m². Il vous est donc demandé d'autoriser cette acquisition au prix de 170 000 €. Quatrième délibération concernant l'urbanisme, l'acquisition d'un local commercial et de 2 places de stationnement au 9 rue Adolphe Briffaut. Afin d'engager un renouvellement urbain dans le quartier des Courtilles, la ville souhaite acquérir un local commercial d'environ 127 m² en rez-de-chaussée du futur programme 9 rue Adolphe Briffaut, à proximité du centre commercial Le Vau, et de 2 emplacements de stationnement au prix total de 260 370 € hors taxe. Il nous est donc demandé d'autoriser l'acquisition en l'état futur d'achèvement auprès de la société Rousset-Briffaut des lots correspondant donc au local commercial et aux 2 places de stationnement. 5e délibération, un avenant, qui est l'avenant numéro 8 de la convention 4 signée entre la ville et l'établissement public foncier d'Île-de-France, l'EPF-IF. Afin de finaliser la cession aux promoteurs, qui sont lauréats des consultations lancées par la ville, des emprises ayant fait l'objet d'une maîtrise foncière par l'EPF-IF, la ville souhaite prolonger la convention cadre jusqu'au 30 juin 2022. C'est pourquoi nous sommes invités ce soir à nous prononcer sur l'approbation de cet avenant numéro 8 entre la ville d'Asnières et l'EPF-IF, venu aux droits et obligations de l'EPF 92 et d'autoriser le premier adjoint au maire, délégué à l'urbanisme et à l'aménagement, à signer tous les actes afférents à cette opération. En voilà fini pour l'urbanisme. Concernant l'habitat, 2 délibérations. La première, une garantie d'emprunt qui est accordée à l'immobilière du Moulin Vert, qui souhaite acquérir 74 logements sociaux dans la ZAC part d'affaires pour un montant global de 10 397 826 €. La ville est sollicitée pour assurer la garantie des prêts contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et en contrepartie, 22 logements seront réservés à la ville. Il nous est donc proposé d'accorder dans ce cadre la garantie communale à l'immobilière du Moulin Vert. Deuxième délibération, adhésion de la ville à l'Association des entreprises pour le logement, l'AEPL,
La ville d'Asnières souhaite adhérer à l'association AEPL avec pour objectif de faire bénéficier aux agents de la ville d'une offre immobilière sur l'Île-de-France selon des conditions privilégiées. Le droit d'adhésion à la commune s'élève à 500 € annuels. Une évaluation du dispositif sera menée au terme de la première année d'adhésion afin de juger s'il faut renouveler celle-ci. Il nous est donc demandé d'approuver cette adhésion. Merci. Mes chers collègues, sur ces points-là, y a-t-il des demandes d'intervention? Ah, alors, si M. Tronchon le permet, Mme Schliman ayant levé la main la première, je vais lui... Hein, mais après, je reviens vers vous, bien évidemment, Mme Schliman. Donc, la région Île-de-France... Non, je plaisante. C'est pour détendre l'atmosphère. Pour notre collègue. Non, je voudrais intervenir sur le point concernant l'acquisition d'un local commercial et de 2 places de stationnement dans le quartier des Courtilles, pour me féliciter de cette opération qui participe à la requalification de ce quartier pour ceux qui se promènent, qui se baladent ou même qui habitent dans ce quartier. On observe clairement son évolution, une vraie requalification, une vraie rénovation qui est en cours, avec notamment la montée, enfin la sortie de terre de premiers bâtiments qui sont sur la place Levaux, après la destruction d'un immeuble qui était très détérioré, on va dire, très dégradé. Et on voit que ce quartier qui fait l'objet de toute notre attention, hein, après les autres quartiers au nord de l'avenue de la Redoute, et avant ceux qui vont faire l'objet de la requalification prévue dans le cadre de la rénovation urbaine numéro 2, donc le secteur Zola-Agnette, ben, on voit que ce quartier est en train de changer de physionomie, et en particulier avec cette opération qui va contribuer à améliorer l'offre commerciale sur ce secteur de la place Levaux-Mansart, qui en avait bien besoin. Donc, moi, je me félicite et je suis très heureuse de cette action de la ville qui permet de faire avancer ce projet. Et à l'issue de tout cela, eh bien, on aura, en plus du secteur des Courtilles, pour lequel les derniers commerces sont arrivés, notamment plus récemment l'Intermarché, et puis attendu également le cabinet médical, etc., etc., eh bien, nous voyons que les pôles d'attraction commerciale se développent dans ce quartier des Hauts-d'Asnières. Et pour en parler régulièrement avec les habitants qui y vivent, ben, c'est un vrai plus pour la qualité de vie au quotidien. Donc, merci à ceux qui y contribuent. Mes collègues se reconnaîtront. Voilà, André Mancipose en premier lieu pour l'urbanisme, l'aménagement, mais aussi Cyril Reclus qui agit très fortement pour améliorer l'offre commerciale dans notre ville. Oui, faut pas oublier et Angelina Bourdier-Charret, parce que c'est son quartier de prédilection. Merci. Et tous les services. Monsieur Tronchon, allez-y. Oui, alors moi j'avais une petite question en fait sur les acquisitions de la rue Picard, où effectivement ces acquisitions sont faites dans le cadre de la convention d'intervention foncière, donc acquisition par la ville. Je voulais justement que vous puissiez nous rappeler quels étaient les leviers d'action que possédait la ville dans le cadre de cette convention vis-à-vis des promoteurs et pour justement améliorer, car je ne doute pas que ce soit le but, d'améliorer le cadre de vie des habitants du quartier pour éviter les immeubles à outrance, notamment quand on voit qu'effectivement ce quartier fait l'objet de beaucoup de programmes immobiliers neufs, que ce soit sur le boulevard Voltaire, que ce soit sur la rue Diderot, et notamment certains programmes immobiliers où on a vu qu'effectivement les promoteurs amènent des grands murs de béton en bord de trottoir. Donc j'aimerais que vous puissiez nous rappeler justement comment la ville lutte contre ces constructions à outrance. Très bien. Alors, ces projets de remembrement, comme on dit, de parcelles, de regroupement de parcelles,
ont pour objectif de faire des programmes cohérents et justement d'éviter ce qu'on appelle les programmes solitaires, où une société ou un particulier, et c'est le droit commun, vend son bien à un promoteur, et si on est dans le cadre du PLU, celui-ci dépose un permis, et s'il n'y a pas de raison de refuser le permis, c'est depuis 2018 d'ailleurs, et la loi Elan, etc., il faut accepter ce permis. Donc pour éviter ce qu'on appellera des opérations morcelées, diffuses, avec l'aide de l'établissement public foncier de l'Île-de-France, dont je rappelle que vous, moi, tout un chacun, s'il a une propriété, contribue à le financer au travers d'une petite taxe qui s'appelle la taxe spéciale d'équipement, qui est prélevée en même temps que la taxe foncière. C'est une petite colonne auquel on ne fait pas trop attention, c'est un petit montant, mais au niveau de l'Île-de-France, évidemment, comme tout le monde collecte, ça fait beaucoup d'argent. Et l'EPFIF, en fait, a pour objectif d'aider les communes à porter des dettes, qui sont les dettes d'acquisition de ces parcelles, sans aucun frais pour les communes. Et au moment de la revente, là, ils se financent sur les plus-values éventuelles avec les opérations de promotion. Alors, le service urbanisme a dégagé, notamment sur cet espace qu'on appelle un espace de projet, lui permettant, si vous voulez, de s'opposer à des constructions qui ne seraient pas celles qu'on souhaite. Parfois même, on pourrait aller jusque de la préemption. La préemption, c'est plus compliqué parce que l'amiable est toujours plus, je dirais, plus raisonnable, mais aussi peut-être plus économe. Je rappelle également que toute intervention, qu'elle soit de l'EPFIF ou les nôtres, sont subordonnées à un avis préalable des domaines qui viennent donner le montant de l'évaluation de la parcelle, et on a le loisir ensuite de négocier avec la partie prenante entre moins 10 et plus 10% par rapport à l'évaluation des domaines. Voilà ce qui... Je rappelle ça. Alors, pour revenir à ce côté que vous avez soulevé, c'est-à-dire les murs, la qualité, etc., l'objectif effectivement de l'urbanisme, du service de l'urbanisme, c'est par ces regroupements de parcelles de pouvoir faire un appel à projet et dans cet appel à projet de définir à la fois les volumétries, mais également les contours et les contraintes architecturales. Ce qui permet à ce moment-là d'avoir des réalisations plus en conformité avec ce que nous souhaitons, tant au plan de l'esthétisme, mais il n'y a pas que l'esthétisme aussi. Il y a le côté respiration, il y a le côté qualité des logements. Qualité des logements, nous sommes en 2021, et nous insistons de plus en plus sur deux aspects dont chacun pourra comprendre qu'ils deviennent essentiels. Le premier aspect, c'est de faire en sorte que les pièces des logements, toutes les pièces, chambres comprises, aient un nombre de mètres carrés convenable. Et même si ce n'est pas, si vous voulez, intégrable dans le PLU, on peut, par nos conversations avec les promoteurs, obtenir cela. Et la deuxième chose qui est aussi très importante, c'est qu'on demande maintenant systématiquement, pour les programmes nouveaux, les programmes qui ont été faits, c'est fini, mais de prévoir ce qu'on appelle un espace extérieur accessible pour les locataires et pour les propriétaires. Ce qu'on appelle un espace extérieur accessible, pour les rez-de-chaussée, ça peut être un rez-de-jardin avec un morceau de jardin, pour les autres, des balcons ou des terrasses, pour qu'il y ait de la respiration et qu'on ne soit pas contraint entre quatre murs dans des appartements oppressants et surtout dans le cadre de la pandémie. Enfin, je rappelle aussi que nous avons une obligation de respecter la loi SRU, et cette obligation de la loi SRU, de respect de la loi SRU, nous le faisons, il faut qu'on soit sur une constructibilité d'au moins 3500 m². Et donc, en regroupant ça, ça nous permet d'imposer au minimum de 25 à 30% de logements sociaux, en respectant aussi, à l'intérieur de ces logements sociaux, les catégories qui sont définies, c'est-à-dire du plus aidé, le PLAI, jusqu'au moins aidé, le PLS. Je rappelle pour tout un chacun que les niveaux de loyer du mètre carré du PLAI sont entre 5 et 6 euros du mètre carré. Au-dessus, on monte à un peu moins de 8-9 euros, et au-dessus, sur le PLS, on est plutôt à 13 euros. Après, vous avez le loyer intermédiaire qui va être à 16-17 euros. Puis après, vous avez les loyers libres où là, il n'y a pas de montant. Ça peut monter même très haut selon la qualité du logement. Donc voilà les efforts qui sont faits par l'équipe. En plus, l'équipe, puisqu'on ne détient pas la vérité à nous tout seuls, on se fait aider par un architecte de ce qu'on appelle en fait le centre d'aménagement urbain, la CUE 92,
Donc on a une convention avec une gratuité de la mise à disposition de cet architecte, qui, notamment sur les projets un peu significatifs, quand il s'agit simplement de, je dirais, d'agrandir un peu une maison, etc., on ne va pas le déranger pour ça, mais pour un ensemble immobilier, on lui demande de nous aider à nous donner un certain nombre de caractéristiques techniques pour challenger l'architecte qui est en tête du projet qu'on nous présente, de façon là aussi à améliorer les projets. Et depuis qu'on travaille avec, ainsi que je l'ai proposé quand j'ai pris cette délégation, on a pu observer qu'on a des progrès significatifs sur ce qu'on appelle la peau des bâtiments, c'est-à-dire en fait l'enveloppe générale, parce qu'en discutant de technicien à technicien, on obtient des choses meilleures. Je veux dire, moi le premier, je ne peux pas prétendre tout connaître, hein, si vous voulez, et donc nos services non plus, et donc en se faisant aider, on obtient cela. On a d'ailleurs l'intention, et je vous le partagerai, de faire un recours complémentaire à d'autres types d'architectes, notamment architectes du patrimoine et architectes que j'appellerais plus modernistes, de façon à avoir des points de vue qui s'équilibrent entre les uns et les autres face à des artistes, parce qu'un architecte est un artiste, et quand il vient présenter son œuvre, évidemment, c'est la plus belle pour lui. Et donc, pour challenger ça, le mieux, c'est que des artistes parlent aux artistes de manière à ce qu'on équilibre les choses. Voilà. Ensuite, autre point, Monsieur Tronchon, on a commencé à mettre en œuvre, alors c'est sans doute très perfectible, hein, une relation grâce à mes collègues maires de quartier, à qui on présente tous les permis qui sont à arriver, je dirais, dans notre service, pour qu'ils puissent commencer, eux, à l'information bien légitime des riverains, des CCQ, etc. etc. Donc j'essaye de faire ça de la manière la plus transparente possible. On peut encore faire des progrès sans doute, mais voilà l'esprit dans lequel nous travaillons. Et comme je vous l'avais dit en commission mixte, on n'aurait pas d'obligation juridique à faire ces remembrements, mais honnêtement, dans ce quartier que vous connaissez bien, parce que c'est un quartier qu'on appelle un peu délaissé, puisqu'il est de l'autre côté, je dirais, de la station Gabriel Péry, c'est une sorte de triangle. Alors gentiment, les experts techniques appellent ça le triangle des Bermudes, pour dire qu'il est un peu perdu de l'autre côté, entre Gennevilliers, entre la station, etc. Il était important de requalifier l'ensemble, parce que beaucoup des choses que nous achetons, honnêtement, ne sont pas que dégradées, c'est carrément parfois de l'habitat quasi indigne. Il faut vraiment abattre ça et faire des choses propres à la place. Ensuite, on a aussi des projets de poumons verts, et ça je vous le rappelle, pas très loin, boulevard Voltaire. L'opération est en train de se concrétiser pour le départ de Point P. Et là, on aura quasi un hectare d'espace vert à la disposition des familles, qui va être retravaillé et mis à disposition. Parce que lorsque sur une parcelle, il n'est pas possible d'avoir au pied de l'immeuble, proprement dit, une bande verte suffisante, il faut qu'à une distance raisonnable de promenade, on puisse trouver un espace de respiration, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de construire. Pardonnez-moi d'avoir été un petit peu long dans ma réponse, mais je voulais essayer d'être exhaustif par rapport à votre question. Est-ce qu'il y a une autre demande d'intervention? S'il y en a... Ah, Monsieur Géanin, je vous en prie, excusez-moi. Allez-y. Oui, merci, Monsieur Mancipose. Je vais être bref parce que vous avez déjà anticipé une partie de ma question en répondant. Avant d'aller sur le fond, j'ai une question peut-être plus de forme, parce que dans les projets de délibération qui concernent le chapitre urbanisme, à chaque fois, il est mentionné autoriser le premier adjoint, c'est-à-dire vous-même, à signer, bon, etc., etc. Alors qu'habituellement, on met autoriser le maire. Alors, est-ce qu'il y a une raison particulière ou est-ce que pas du tout? Voilà. Je me posais la question parce qu'en fait, je vois M. Schiman, j'ai vu M. Schiman sortir, donc je me suis dit pourquoi est-ce que sur l'urbanisme, on a cette phrase-là? Pourquoi c'est le premier adjoint et pas le maire qu'on désigne? Ou est-ce que c'est une coquille? Non, si vous le permettez, je vous réponds tout de suite. Oui. Comme ça, on va éviter un malentendu. Monsieur le maire a interrogé la haute autorité de la vie et de la transparence pour la vie politique sur les activités professionnelles qu'il a, que vous connaissez par ailleurs, hein, puisque vous avez la même profession, même si vous ne l'exercez peut-être pas sur les mêmes sujets. Et la réponse de la haute autorité a été très longue dans ses attendus, précisant que, compte tenu de cette profession, il fallait éviter que Monsieur le maire se trouve
à traiter des sujets qui peuvent être en conflit d'intérêts avec son travail. Dans ce cadre-là, il a donc demandé à se déporter, ce qu'il a fait. Il a écrit au préfet, il a écrit à la haute autorité, et sur tous ces sujets, il ne prend ni position, ni ne donne, je dirais, de directive à moi-même et aux personnes en charge de ces sujets. Alors il s'intéresse globalement, je dirais, à la vie de la cité, mais sur aucun des concours, aucun des projets, il ne prend part ni à la sélection, ni aux rencontres préalables, et c'est pour ça que, bien évidemment, il ne signe aucun des actes authentiques et que ça m'a été délégué. Voilà. En toute transparence, la raison, mais vous êtes juriste, et vous savez très bien qu'il y a des terrains où il faut être très très prudent. Et quand il a interrogé la haute autorité, il lui a été répondu ça, ce qui fait qu'il l'applique strictement. Voilà. Je vous laisse finir parce que ça, c'était votre petite question préalable, mais vous aviez une question plutôt sur la délibération. Oui, merci. Merci de votre réponse. Effectivement, alors sur le fond, c'est pas tant une question qu'une remarque qui rejoint un peu celle qui a été faite tout à l'heure, et donc je ne m'étendrai pas là-dessus parce que vous y avez répondu en partie. Simplement sur ce qu'on appelle les requalifications, sur les nouveaux programmes immobiliers, moi, je n'ai pas d'appréciation globale. Je ne suis pas pour par principe, je ne suis pas contre par principe. Je regarde un peu les programmes isolément, programme par programme, en fonction du secteur, de la qualité du programme, bon, etc., etc. Il y a des choses qui, mais je l'ai déjà dit, vous le savez, dans cette instance, il y a des choses qui peuvent aller dans le bon sens dans certains endroits qui avaient besoin d'être qualifiés. Néanmoins, j'attire, et ça a été dit tout à l'heure, votre attention sur le fait que parfois, quand même, du point de vue de l'esthétique, on pourrait faire mieux, en premier lieu pour les habitantes et les habitants, d'ailleurs, qui sont les premiers concernés. On pourrait faire mieux, on pourrait parfois faire moins haut, on pourrait parfois faire un peu moins bétonné. Et donc, je tenais quand même à réitérer un peu cette position, qui n'est pas uniquement une position de principe, mais voilà, c'est une remarque que je peux me faire en baladant régulièrement dans la ville. Autant, parfois, je vous le dis, il y a des choses où je me dis, tiens, là, c'est pas mal, ça améliore un peu. Mais à d'autres moments, c'est vrai, je me dis, c'est quand même dommage d'avoir eu l'occasion de faire quelque chose de mieux et de ne pas l'avoir saisi, et d'avoir fait quelque chose qui aurait pu être plus esthétique, un peu moins bétonné peut-être. Et donc, voilà, je vous invite vraiment à faire attention pour la suite. Il ne reste pas beaucoup de foncier à utiliser dans notre ville, mais c'est important. C'est important, tout comme il est important de ne pas forcément construire que des logements, mais aussi de veiller à avoir des équipements et des espaces verts. Merci. Alors, je prends en bonne part votre remarque. C'est une critique que moi j'accepte volontiers. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont ce qu'on appelle des coûts partis, sur lesquels, quand les permis sont délivrés, que les constructions sont en cours, bon, voilà. Mais on est tous susceptibles de faire quelques progrès d'esthétisme. J'ai dit comment nous allons nous y faire aider, puisque on ne détient pas la vérité à nous tout seuls, et il faut que des experts viennent nous aider à dialoguer avec les architectes en général. Très sensible aussi à ce que vous dites, c'est-à-dire l'équilibre global de la hauteur, l'équilibre global avec les espaces verts, avec lesquels je travaille avec notamment Thomas Doublic sur ces sujets, qu'à distance raisonnable de chaque habitation, il puisse y avoir un lieu pour que les familles puissent prendre un bol d'air, comme on dit, ou passer un bon moment. Voilà, je pense qu'on est dans cette logique-là. On va essayer encore de s'améliorer le mieux possible avec les équipes. Et encore une fois, je ne prends pas du tout mal votre remarque. Je pense que c'est plutôt une invitation à continuer à progresser, et moi, ça me va bien. Voilà. Si vous voulez maintenant, s'il n'y a pas d'autres remarques, on peut peut-être passer au vote. Donc, le premier point, je vous le rappelle, c'était une régularisation d'un fait très ancien qui date de l'année 72, donc excusez du peu. Donc, c'est l'acquisition à l'euro symbolique et l'incorporation de la parcelle AL 227 dans le domaine public. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Unanimité, merci. Ensuite, on enchaîne, donc c'est la parcelle R54 qui est rue Neuf-Picard, donc qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Merci. Puis nous avons, comme l'a précisé Guyonne Noël, donc là on est au 5 rue Picard, donc c'est la cadastrée R56, donc avec les lots 1, 2 et 3 et 4 au sein de la même copropriété.
Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Merci. Ensuite, le fameux local commercial sur lequel Mme Achiman est intervenue, donc, qui est ici 9 rue Adolphe Briffaut. C'est un programme immobilier neuf qui est fait par Bouygues. Donc, je soumets ce point au vote maintenant. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Unanimité, je vous remercie. Ensuite, le point purement formel de prolongation de la convention cadre numéro 8, donc signer l'avenant numéro 8 à la convention cadre avec les PFIF. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Merci à tous. Et puis les deux points qui concernent spécifiquement l'habitat, donc le point traditionnel d'une garantie d'emprunt en échange donc de 22 logements pour mettre dans le parc des logements sociaux de la ville. Donc qui s'abstient? Qui vote contre et qui vote pour? Et le dernier point, c'est pour aider nos collaborateurs, les collaborateurs de la collectivité à réaliser éventuellement une opération immobilière satisfaisante en adhérant à l'Association des entreprises pour le logement, l'AEPEL. Qui s'abstient? Qui vote contre et qui vote pour? Merci. Donc, en l'absence du maire, on peut passer maintenant à la troisième partie, politique de la ville, commerce, propreté, culture et tourisme. Et je demande à Madame Meral de bien vouloir nous rejoindre. Et Monsieur le maire précisera peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont devoir sortir en raison de leur présence dans des conseils d'administration. Je lui rends la parole. Merci, Monsieur le Premier Adjoint. Juste un petit mot avant que May ne prenne la parole, puisque j'ai entendu de l'extérieur la question de Monsieur Géanin. Donc, effectivement, je confirme les propos de Monsieur Mancipose, puisque c'est un arrêté qu'on a pris depuis 2016, en l'occurrence, et époque à laquelle, effectivement, j'avais sollicité ce que devraient faire d'ailleurs tous les maires avocats pour éviter tout risque de conflit d'intérêts. Et donc, effectivement, les préconisations de la haute autorité sont suivies à la lettre, même plus que ça. Et idem, identique aussi pour tout ce qui concerne la commission d'appel d'offres, avec le même effet. Voilà, c'est très rigide et parfois très handicapant pour un maire, je ne vous le cache pas, mais c'est aussi comme ça qu'il faut procéder pour éviter tout risque de conflit d'intérêts. Madame Meral, vous avez la parole. Merci. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, Monsieur le maire. Dans la rubrique politique de la ville, le contrat de ville s'inscrit dans une démarche qui privilégie le développement économique urbain et la cohésion sociale. Il définit un projet de territoire qui est établi à partir du diagnostic socio-économique de la commune et s'appuie sur un programme d'action pluriannuel. Dans ce cadre, un appel à projet a été lancé en mois d'octobre 2020 en vue de proposer des actions qui seront réalisées tout au long de l'année 2021, afin de répondre aux orientations prioritaires définies par le cadre du contrat de la ville. Il est donc proposé à notre Assemblée d'approuver le versement des subventions à attribuer à des associations de la ville d'Asnières-sur-Seine destinées à œuvrer dans le cadre juridique du contrat de ville. Deuxièmement, la mission locale d'Asnières-sur-Seine, Villeneuve-la-Garenne, a pour objectif d'informer, d'accueillir et d'accompagner le public jeune en recherche d'un emploi, d'une formation qualifiante. Elle propose également un service d'aide au recrutement pour les entreprises. En 2020, année marquée par les effets néfastes de la pandémie sur le marché du travail, la mission locale a accueilli 1417 jeunes en entretien, parmi lesquels 847 Asniérois. 308 Asniérois ont trouvé un emploi, 43 un contrat en alternance et 156 en formation. Au total, 418 Asniérois ont accédé soit à un emploi, soit à une formation en 2020, malgré la situation sanitaire, soit 49%. La mission locale intervient dans le cadre des dispositifs tels que la garantie jeune, le projet personnalisé d'accès à l'emploi, convention de partenariat avec Pôle emploi, ou la relation d'entreprise et participe activement aux actions emploi, forums, sessions de recrutement. En partenariat avec la Direction développement économique, emploi et commerce via la Maison de l'emploi.
L'attribution d'une subvention de 197 000 € est de nature à permettre à la mission locale de poursuivre ses actions en faveur des jeunes en recherche d'emploi ou de formation qualifiante dans le contexte difficile que l'on connaît. Le versement de cette subvention interviendra suivant un échéancier par tiers fixé comme il suit. Premier versement au 2 juillet 2021 pour un montant de 80 000 €, deuxième au 2 octobre 2021 pour 60 000 € et troisième au 1er décembre 2021 pour un montant de 57 000 €. Il nous est donc demandé, chers collègues, de voter l'attribution de cette subvention à la mission locale. Pour la rubrique Développement économique, emploi et commerce, la ville a préempté les locaux des 135 avenue d'Argenteuil et 59 Grande Rue Charles de Gaulle, ainsi qu'un fonds de commerce et un local au 169 bis avenue d'Argenteuil. Concernant le 59 Grande Rue Charles de Gaulle, le candidat pressenti n'ayant pu obtenir le financement de son projet, le cahier des charges a donc été validé fixant le montant à 54 000 € et pour le 169 bis avenue d'Argenteuil, le cessionnaire pressenti ne répond pas à celle recherchée par la ville et aux attentes des riverains de ce quartier. Un appel à candidature a été lancé afin de rétrocéder son fonds de commerce. Ce soir, il nous est donc demandé d'approuver ces rétrocessions au profit des sociétés Aurel et Axel, moyennant le prix de 10 000 € pour le 135 avenue d'Argenteuil, la chocolaterie, moyennant le prix de 54 000 € pour 59 Grande Rue Charles de Gaulle, et l'Escale CrossFit, moyennant le prix de 25 000 € pour le 169 bis avenue d'Argenteuil, payable en 36 mensualités en sus les frais d'acte à la charge de l'acquéreur. Passons à la rubrique propreté. Dans le cadre du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine, la gestion de la collecte des déchets ménagers a un impact important dans une ville. Le président de l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine, ayant renoncé à l'exercice du pouvoir de police administrative spéciale en matière de réglementation de l'activité liée à la collecte des déchets au titre de la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés, et ceci sur l'ensemble du territoire de l'établissement. Il appartient à ce fait au maire de réglementer cette activité sur le territoire communal et notamment de régler la présentation et les conditions par les habitants de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Ainsi, ce soir, il est donc proposé à notre Assemblée de nous prononcer et de donner un avis favorable au projet d'arrêté portant réglementation des modalités de collecte des différentes catégories de déchets. Culture et tourisme, le 7 mai 2009, notre Assemblée a voté l'instauration d'une taxe de séjour sur le territoire de la ville d'Asnières, afin de se conformer aux évolutions législatives et notamment la suppression du mécanisme dit du double plafond de la taxe de séjour. Il est nécessaire d'adapter ces tarifs. C'est pourquoi, mes chers collègues, nous sommes invités à modifier et à fixer les tarifs de la taxe de séjour avec effet au 1er janvier 2022 pour les 5 étoiles et palaces à 3,20 € par personne et par nuitée, montant s'appliquant également au plafond pour les hébergeants non classés. Deuxièmement, la ville d'Asnières souhaite adhérer au Pass Culture, projet actuellement en cours de déploiement sur l'ensemble du territoire national destiné à renforcer et diversifier les pratiques culturelles des jeunes et à apporter à l'ensemble des acteurs culturels un nouveau canal de communication. Les bénéficiaires de Pass Culture utiliseront leur crédit via l'application et la structure concernée recevra un remboursement de l'État sous 15 jours. Il nous est donc demandé, mes chers collègues, d'approuver l'adhésion de la commune à ce dispositif.
Et enfin, suite à la levée progressive des restrictions sanitaires annoncées par le gouvernement, un festival d'été se tiendra sur le parvis de l'Hôtel de Ville dans le prolongement de la fête de la musique. C'est pourquoi il nous est demandé ce soir d'approuver la signature d'une convention avec Asnières Mécénat relative aux modalités d'attribution d'un don en numéraire d'une valeur de 8 000 €. Merci. Très bien, merci pour cette excellente synthèse. Pour l'opposition, Madame Pasquini, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir chers collègues. Donc, je profite de ce point à l'ordre du jour pour vous informer que dimanche dernier, des parents de patineurs en école de glace à la patinoire d'Asnières se sont rapprochés de nous pour nous faire part de leurs préoccupations. En effet, il semblerait qu'il ait été communiqué à ces familles qu'il n'y aura plus d'école de glace dès septembre prochain. Donc, je me permets de rappeler ici, pour ceux qui suivent ce conseil municipal, que l'école de glace est un dispositif spécifique permettant à des jeunes patineurs talentueux, détectés par le club, de bénéficier d'un entraînement spécifique et intensif avec des horaires scolaires aménagés. La patinoire d'Asnières, qui est une patinoire olympique, accueille, comme toutes les patinoires des villes voisines, depuis plus de 30 ans, une école de glace. Les patineurs de l'école de glace sont des sportifs de haut niveau et en tant que tels, cela demande beaucoup de sacrifices à eux-mêmes et à leur famille. À titre d'exemple, ces enfants doivent à ce jour être scolarisés dans le privé à Paris afin de bénéficier d'horaires aménagés. Et leurs familles ont déjà fait ces démarches pour leur inscription de septembre. Nous ne pouvons pas laisser mourir cette excellence asniéroise, nous ne pouvons pas briser les rêves de ces enfants. En effet, pour des raisons logistiques, certains ne pourront pas aller patiner ailleurs et les patinoires limitrophes ne pourront peut-être pas les accueillir tous. Quel est donc l'intérêt pour cette ville de laisser filer ces petits champions? Je rappelle que la patinoire se trouve au cœur d'un quartier où le sport se doit d'avoir un rôle socio-éducatif important. Avec la richesse d'une patinoire olympique, nous ne pouvons pas entraîner jusqu'à un certain niveau et puis ne plus donner d'options pour la suite. L'association Asnières Patinage vous a donné toutes les garanties nécessaires afin d'accueillir le plus grand nombre de patineurs possible sur leur temps de glace. Cela permettrait à l'école de glace de continuer à vivre, mais également d'accueillir des scolaires, en plus des créneaux de loisirs. L'association n'a pas connu des années faciles ces derniers temps, mais ils ont des projets plein leur poche et contribuent, en plus de sa vocation première, à animer le quartier et à faire vivre le commerce local. Nous vous prions donc, au nom des patineurs et de leurs familles, de permettre à notre école de glace de continuer d'exister, ainsi que de donner les moyens à cette association de se projeter dans le futur en accompagnant leur communication et leur évolution. Merci. Merci. Je vais donner la parole à Julie Casaban sur ce sujet. Il y a juste une interrogation relativement à ce point que vous soulevez. C'est que selon effectivement les différents éléments, mais Julie précisera, il semblerait, en tout cas pour la saison qui vient de se terminer, que cette école, dont on ne nie pas la qualité, concerne simplement, à ce jour, alors il peut y avoir d'autres adhésions et d'autres membres, 3 familles asniéroises, enfin 3 Asniérois en l'occurrence, par rapport à une occupation de la glace tous les jours, tout l'après-midi. Donc une occupation quasiment la moitié des créneaux de la patinoire pour 3 Asniérois, pour une majorité par ailleurs de non-Asniérois. Donc c'est le questionnement qu'on a en ce moment et on n'a pas pour l'instant. Et donc je sais que de toute façon Julie va recevoir les parents concernés, mais on est aussi en droit de s'interroger, dans le quartier que vous évoquez d'ailleurs, sur la question ou pas de l'utilisation ouverte au plus grand nombre des habitants sur des créneaux qui là sont réservés à un tout petit nombre. Donc c'est la question qui se pose tout simplement et sur laquelle Julie va discuter avec les parties prenantes. Madame Pasquini, peut-être un mot et puis ensuite Julie qui va prendre la parole. Oui, juste un mot concernant ce que vous venez de dire. Donc effectivement, ça concerne peut-être un petit nombre d'Asniérois à ce jour.
mais ça a été... il y a des villes limitrophes comme Gennevilliers qui ne possèdent pas de patinoire, et donc il y a des jeunes enfants des patineurs de Gennevilliers qui en profitent également. Moi, je sais que du coup, les créneaux de l'école de glace, effectivement, occupent une grande partie de l'après-midi. Mais néanmoins, en fait, ils patinent de 13h à 14h sur la glace, ce qui fait que du coup, ce n'est pas un horaire qui... Laissez-moi terminer, et puis voilà, vous aurez la parole. Ce n'est pas un horaire qui bénéficie du coup aux scolaires, par exemple, puisque l'école reprend à 13h30 et que de toute façon, le temps de se déplacer vers la patinoire, ça sera toujours après 14h. Ensuite, il m'a été indiqué qu'ils font un temps de pirouette et donc ils ont besoin d'avoir un espace de glace qui est limité, ce qui laisserait l'accès aux loisirs et aux scolaires. Et après, eux, ils font du sol sur la dernière heure de glace, donc ils ne sont pas sur la patinoire. Et leur objectif, effectivement, dans les garanties qu'ils vous ont données et dont vous allez à nouveau rediscuter avec eux la semaine prochaine, il me semble, leur objectif, effectivement, est le même que le vôtre, c'est-à-dire d'accueillir un public de plus en plus large, mais de continuer à faire exister cette école de glace. Vous vous rendez compte, on a une patinoire olympique, et après, qu'est-ce qu'on va faire? On n'aura pas de nouveaux talents sur la ville, ils iront patiner ailleurs, ils iront à Courbevoie, ils iront à Colombes. On est quand même en mesure de pouvoir les garder ici, je pense. Merci. Julie Casaban, maire adjoint au sport. Alors, je vous remercie parce que ça me fait plaisir. Quand on parle de sport, ça arrive rarement. Donc, en fait, sachez que la première chose, c'est que ce questionnement, ça fait depuis la première année de mon premier mandat de maire adjoint au sport que je la pose aux différents dirigeants de l'association. Et la question est la suivante. Comment pouvez-vous optimiser l'utilisation de la glace que l'on vous confie chaque année? Pourquoi? Parce qu'une patinoire, ça coûte cher. Et comme vous l'avez dit, on a la chance d'en avoir une à Asnières. Et donc, en tant que maire adjoint au sport, je me dis, ma mission, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse accéder à cette patinoire. Jusque-là, je pense que ça vous paraît logique. La problématique qu'on rencontre avec l'école de glace, c'est que du lundi au vendredi, de 13h à 17h15, l'ensemble de la piste est réservé à l'école de glace. Cette année, sur 11 élèves inscrits, 3 étaient asniérois. L'année prochaine, il semblerait que potentiellement il y ait 14 inscrits, peut-être 15 pour une adhésion en cours d'année. Et sur ces 14 personnes, 4 ou 5, si on ajoute celle en cours d'année, seraient asniéroises. Ça pose un problème de réflexion de fond, c'est-à-dire les ressources que l'on alloue à 3 ou 4 enfants asniérois. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Ok, il n'y a pas de patinoire à Gennevilliers, mais là, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a une à Courbevoie, avec un très très bon club. Donc on peut aussi envisager de travailler différemment en mutualisant les ressources. Il faut essayer d'être créatif. Parce que si vous voulez... Moi, je laisserai Marido compléter, mais vous voyez, ce qui me heurte, c'est que il y a 3 enfants asniérois qui occupent la glace tous les jours, toute l'année, vacances incluses, de 13h à 17h15, que ça fait donc la 7e année que je demande à la direction du club de trouver des solutions, de me proposer des solutions, telles que par exemple le partage de pistes, pour que les écoles privées, publiques, les collèges, les lycées puissent venir aussi découvrir les joies de la glace. Et en fait, ça fait la 7e année que la seule réponse que l'on m'apporte, c'est « Mais Madame Casaban, ne vous inquiétez pas, si vous nous donnez plus de créneaux, on va augmenter le nombre de participants. » Non. Déjà, optimisons l'occupation actuelle, essayons d'agrandir le public. Mais l'école de glace, en fait... Ça fait des années que le nombre d'asniérois est petit parce que, comme vous l'avez dit très justement, toutes les villes n'ont pas de patinoire. Mais mon devoir, c'est de faire en sorte, en priorité, que les asniérois puissent jouir de l'ensemble des équipements de la ville, madame. Donc, effectivement, nous les avons reçus
vendredi dernier avec Clotilde, Nicolas et Arthur. Nous allons les recevoir de nouveau la semaine prochaine, en présence des entraîneurs, en présence des parents. Mais vous voyez, je trouve un peu dommage que votre approche, elle soit celle-ci. Parce que, par exemple, M. Tronchon, lui, il serait venu m'en parler. Il serait venu me poser des questions. Vous, en fait, vous interpellez en conseil municipal, vous sortez complètement du cadre, mais vous n'avez même pas pris juste 1 minute pour venir m'en parler, alors que je ne suis pas fermé au débat, vous voyez. Je trouve ça dommage. Merci. Marie-Do Schliemann. Oui, merci. Juste pour compléter ce qu'a dit excellemment ma collègue Julie Casabon, nonobstant le talent de ces jeunes patineurs et notre volonté de soutenir cette forme de scolarité mixte, on va dire, ça, il n'y a pas de souci, on en parle depuis 2014 avec Julie, absolument. On en parle depuis le début. C'est un vrai souci, comme elle l'a expliqué. Nous devons aussi penser à tous les autres élèves. L'activité patinage, comme vous le savez, la ville rémunère des éducateurs sportifs, donc municipaux, alors que ce n'est pas obligatoire et que c'est en principe à la charge de l'État, mais que l'État ne prend pas en charge la rémunération des éducatifs sportifs municipaux, comme elle devrait le faire, puisque le sport est une activité, une discipline, comme toutes les autres, n'est-ce pas ? Mais la ville d'Asnières le fait. Et on a encore recruté récemment des éducateurs sportifs pour optimiser le service des classes, pour que les enfants pratiquent du sport. Et la période de Covid a montré que l'interruption des activités associatives, elle a été... on va dire, suppléé par le sport scolaire, et que pendant 1 année, les enfants n'ont eu que le sport scolaire pour se dépenser, pour grandir, pour se développer. Donc c'est très important. L'activité patinage, c'est une activité très prisée par les instituteurs qui sont donc présents, mais les groupes classes sont pris en charge par nos éducateurs sportifs municipaux. Et les enfants aussi apprécient beaucoup l'activité patinage. Et comprenez bien, et je demande aux familles aussi de le comprendre, qu'actuellement pour 3 enfants, 3 familles, eh bien, nous ne pouvons accueillir que 16 classes sur toutes les classes de l'école élémentaire, puisque bon, on privilégie quand même le niveau élémentaire. C'est très peu, c'est au détriment évidemment de tous les autres enfants qui auraient pu avoir accès à la patinoire. C'est une activité importante, c'est une activité très originale pour les enfants. Et donc c'est vrai que nous devons penser à l'ensemble des enfants. Et parfois, eh bien, nous devons faire un arbitrage. Alors aucune décision n'est prise à ce stade parce que nous sommes encore en train de travailler sur le sujet. Mais je pense que parfois, vous savez, gérer, prendre des décisions, c'est aussi faire le poids, faire la balance entre une grande majorité et une toute petite minorité, et même quand la petite minorité, elle a aussi, on a envie de la satisfaire, on est obligé de penser à l'ensemble de la grande majorité des enfants qui sont privés, en raison de l'utilisation des créneaux, de l'activité patinage. Donc voilà, c'est un sujet, c'est une difficulté pour nous, mais vous et les parents concernés aussi doivent se rendre compte qu'il n'y a pas que leur propre enfant qui est important et dont le devenir est important, mais aussi l'équilibre et le développement de l'ensemble des enfants d'Asnières qui sont scolarisés dans les écoles d'Asnières. Voilà. Mais c'est un sujet difficile. Nous le reconnaissons volontiers. Ok. Monsieur Géanin, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur Schliemann. Je profite moi aussi de ce chapitre pour attirer votre attention sur une situation dont nous venons d'être informés. C'est tout récent, donc on n'a pas pu vous écrire plus tôt, on n'a pas pu vous le signaler plus tôt, peut-être que vous le savez d'ailleurs déjà. Plusieurs Asniérois nous disent qu'il y aurait un problème entre les cartes qui ont été vendues par l'ancien gestionnaire de l'Alcazar et la possibilité, enfin ils nous disent en tout cas que les cartes qui ont été vendues avant le changement de gestionnaire ne peuvent plus être utilisées aujourd'hui. On nous remonte cela
plusieurs Agnérois nous remontent cela. Alors je ne sais pas si vous voyez comment ça marche, mais on peut acheter une carte qui nous donne droit à tant de séances au cours de l'année, et un certain nombre d'entre eux nous disent qu'ils sont venus récemment à l'Alcazar pour bénéficier de séances, j'ose pas dire gratuites puisqu'ils avaient payé la carte auparavant, mais bénéficier de séances conformément à l'achat qu'ils avaient effectué, et il leur a été indiqué que ces cartes n'étaient pas utilisables ou pas valides. Donc je profite vraiment de ce chapitre pour vous alerter là-dessus et voir si on peut faire quelque chose, parce que ça me paraît quand même nécessaire. Merci. Merci à vous. Guillaume Mar, maire adjoint délégué aux finances. Oui, merci Monsieur le maire. Alors en effet, on a changé de délégataire pour l'Alcazar au 1er janvier, et il y avait des cartes bien sûr qui étaient prépayées, achetées, qui étaient antérieures, qu'il fallait reprendre. La durée de validité a été prorogée de la durée des 2 confinements. Il y a eu quelques malentendus et quelques couacs au début entre l'ancien, le nouveau délégataire et nous également, ce qui fait que les cartes n'ont pas été acceptées pendant les premiers jours. Le problème a été résolu. Le nouveau délégataire, sous condition que les cartes soient toujours valides et que la durée de validité prorogée des 2 confinements soit toujours correcte, doit accepter les cartes qui ont été prépayées. Après, c'est entre nous, l'ancien délégataire et le nouveau délégataire, de faire notre cuisine interne pour que le visiteur puisse accéder à la salle. Bon, très bien. Madame Costa. Oui, je profite du fait que le cinéma Alcazar ait été évoqué, parce qu'on a été mis au courant de problématiques suite à la délégation de services publics concernant les salariés, et notamment du fait qu'il y aurait un problème avec les cotisations URSSAF, mais surtout avec la protection sociale et l'adhésion au groupe Audience, qui généralement s'occupe de ce type de métier, qui garantit effectivement la prévoyance aux salariés. Et je crois qu'il y a pas mal de tensions justement au niveau des salariés de l'Alcazar. Donc en qualité de délégataire de service public, ce serait bien quand même de le connaître. Je ne sais pas si vous étiez informé de cette situation, et de voir ce qu'il en est, parce que c'est quand même regrettable. Je sais qu'il y a une personne qui a déjà démissionné. C'est regrettable quand même pour les salariés à qui, en plus, on demande de rembourser des sommes et qui ont eu du mal à voir leur premier bulletin de paye qui arrive en plus au compte-gouttes. Donc c'est quand même problématique pour les salariés du cinéma L'Alcazar. Voilà, comme c'est un nouveau délégataire, il faudra peut-être avoir de l'attention pour ces salariés et nous en tenir informés si possible. Merci. Merci à vous. Guillaume ? Alors non, nous n'étions pas au courant qu'il y avait des problèmes de cotisation, puisque nous ne gérons pas nous-mêmes les salariés et l'emploi dans l'Alcazar. Nous sommes juste propriétaires et nous déléguons la gestion. Bien sûr, nous sommes vigilants à ce problème. Je vais interroger Xavier Orcel pour savoir s'il y a des difficultés particulières. Alors, le transfert de salariés a été un petit peu complexe, puisque voilà, nous avons attribué la délégation, le changement de délégataire que fin décembre, donc il a fallu s'organiser dans une période où les cinémas étaient fermés, où il y avait du chômage partiel à appliquer, et donc les salariés ont été obligatoirement repris par le nouveau délégataire. Voilà, donc la situation technique en tout cas était complexe, et c'est pour ça que les bulletins ont certainement mis du temps à être donnés en temps et en heure. Merci. Oui, madame. Oui, bonjour. Pendant qu'on est sur la question de culture, donc je voulais vous poser une question sur le pass culture, donc, qui est dédié aux jeunes, que le gouvernement a mis en place ces dernières semaines. Dans le texte, il est mentionné qu'il y aura un accès possible aux médiathèques. J'ai plusieurs habitants qui m'ont remonté qu'il y avait un dysfonctionnement depuis plusieurs mois sur l'accès aux revues et aux abonnements dans les médiathèques d'Asnières. Donc je voulais savoir quelle en était la raison, et si bientôt les Asniérois auront à nouveau accès aux journaux, aux revues dans les 3 médiathèques qui existent.
Et j'avais une autre question qui n'a aucun rapport avec la culture par contre. Lors de la présentation du rapport sur le développement durable au conseil municipal du mois d'avril, il était indiqué que vous souhaitiez mettre en place des animations zéro textile dans les poubelles. Donc je trouve que c'est une excellente idée puisqu'effectivement le textile peut être facilement recyclé à condition qu'il ne soit pas jeté dans les poubelles des habitants mélangés aux autres déchets. Cependant, dans la ville d'Asnières est très pauvre, enfin, on peut dire même qu'elle n'est pas couverte par les points de collecte. Et comme je vous l'avais signalé en commission la semaine dernière, les QR codes et les accès sur le site de la mairie aux points, ou en tout cas au moment, puisque M. Agap m'avait dit qu'il y aurait des points dédiés à la collecte, ne sont pas accessibles sur le site. On tombe toujours sur des pages en construction, notamment pour le textile, mais aussi pour d'autres types de collecte. Donc je voulais savoir à quel moment vous mettriez à disposition des habitants une visibilité sur les endroits et les moments où ils peuvent recycler leurs déchets textiles. Merci. On commence par Thierry Legac là-dessus, et puis ensuite on répond sur la culture. Alors, merci effectivement pour répondre à votre question. Donc, pour les points de textile sur Asnières, effectivement, nous avons un bac un conteneur qui se trouve dans le secteur Mourinou concernant un apport direct des Asniérois, mais comme je l'avais indiqué, avec l'expérience des différentes années, il s'avère qu'il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace de travailler avec des partenaires tels le Relais concernant les textiles et de proposer aux Asniérois, notamment nous le faisons actuellement sur 2 points, donc en centre-ville ou dans le secteur des Hauts-d'Asnières, un apport volontaire sur un jour précis. Ces points, nous allons les augmenter, enfin cette cadence les augmenter parce que c'est un grand succès. Et effectivement, cette collecte de textiles, je vous le confirme, en ne le jetant pas, puisque nous recherchons aussi dans un cadre d'amélioration de la réduction des déchets et donc une amélioration de tout ce qui est recyclage et réutilisation pour réduire nos quantités d'ordures ménagères, notamment sur la ville. Il est important effectivement que nous puissions proposer ces récupérations de textiles. Le deuxième point concernant les QR codes, je vous confirme effectivement que suite à votre signalement, j'ai fait un point avec le service ce matin encore pour que nous activions effectivement avec le service communication rapidement la mise en lecture de ces pages qui posent effectivement pour l'instant un problème. Donc ça, c'est un point effectivement qui aurait dû être réglé plus tôt et il va l'être urgemment parce qu'il est essentiel que dans le cadre des nouvelles consignes de tri qui sont actuellement reçues par les Asniérois dans les boîtes aux lettres, et dans le cadre de l'ensemble de ce que nous mettons en place, tant au niveau collecte que propreté sur Asnières, ils puissent avoir l'ensemble des informations. Alors, le règlement collecte ce soir qui vous est proposé, justement, fait partie de cette démarche et de cette volonté que nous avons sur Asnières d'améliorer les choses. La collecte, c'est essentiel, effectivement, et le règlement reprend et reprécise les différentes modalités, les différents types de collecte et aussi tout le panel de verbalisation pour les infractions pour ceux qui ne respectent pas l'environnement et le cadre de vie de leurs voisins. Et nous en profitons aussi pour revoir le règlement propreté qui est également essentiel puisque les Asniérois ne font pas forcément la différence tout le temps entre ce qu'on appelle collecte, nous, au niveau technique, et propreté. Ce sont 2 points qui sont pourtant indissociables pour la qualité de vie sur Asnières. Et donc ce soir, vous avez le point concernant le règlement de collecte qui est une obligation légale de vous le proposer puisque nous avons choisi au niveau de l'EPT de garder cette police au sein des municipalités afin de permettre justement tant au niveau de notre expérience que notre connaissance fine du terrain d'avoir une meilleure possibilité d'amélioration et de réglementation sur notre territoire. Et parallèlement, donc je le reprécise, nous vous proposons également de voir prochainement sur le site l'arrêté qui sera fait dans la foulée pour le règlement propreté qui sera une annexe donc et essentielle pour notre cadre de vie. Très bien, merci pour toutes ces avancées et puis avoir d'urgence effectivement à régler cette histoire de QR code là, c'est dommage que. Hein. Mais ça va être vite fait ça, Barbara, confirme-moi. Oui, ça sera fait très rapidement. J'espère demain ou au moins la semaine prochaine, au moins très rapidement. Ne vous inquiétez pas, c'est vrai qu'il est temps de les activer.
charge de l'ensemble de nos services, tant communication que propreté, que je tiens d'ailleurs à remercier pour leur travail constant. C'est vrai que nous avons mis beaucoup de chantiers en marche, notamment sur ces secteurs. Alors certes, ça n'excuse pas le fait que nos pages ne soient pas prêtes, donc on va y remédier urgemment. Mais c'est vrai que nous mettons en place actuellement de nombreux chantiers pour améliorer les choses, parce qu'encore une fois, nous avons bien conscience de l'importance qu'a ce secteur pour la qualité de vie des Agnérois, et Monsieur le maire tout particulièrement a un regard très attentif et très exigeant dans ce domaine. Merci. Josiane Fischer pour l'aspect culturel. Merci Monsieur le maire. Pour l'adhésion de la ville d'Asnières au Pass Culture, donc c'est un dispositif qui est proposé par le gouvernement qui permet aux jeunes, l'année de leurs 18 ans, de bénéficier d'un portefeuille, enfin d'un porte-monnaie plutôt, de 300 € à dépenser dans les 2 ans. Et la ville d'Asnières a souhaité que les manifestations, les offres plus généralement culturelles et artistiques qu'elle propose aux jeunes puissent entrer dans ce dispositif. Voilà, donc comme d'autres villes, nous entrons dans ce dispositif. En ce qui concerne les médiathèques, si j'ai bien compris votre question concerne les revues, les périodiques. Alors, je pense que si ces revues ne sont plus mises à disposition, c'est qu'elles ce sont des choses qui sont à consulter sur place, normalement, pas qu'ils l'étaient. Or, là, pendant toute la période de la pandémie, tous les livres, les objets, donc les livres en tant qu'objets prêtés, lorsqu'ils reviennent, ils sont mis en quarantaine et désinfectés avant d'être remis à disposition d'autres adhérents qui les prennent en prêt. Donc, il n'y a pas eu pendant la période de pandémie de revues mises à disposition en consultation sur place, ce qui veut dire que sinon on laisse la revue et quelqu'un vient derrière et prend la revue alors que la revue n'a pas été mise en quarantaine. Cette histoire de quarantaine, donc, qui est un dispositif qui s'applique à toutes les médiathèques, bibliothèques, a été une grosse difficulté. J'ai l'occasion là de remercier le service et aussi d'ailleurs les services généraux qui nous ont aidés parce qu'il a fallu créer des locaux, mettre en place tout un système, ce qui explique aussi, je réponds à des questions que j'ai eues, là j'en ai l'occasion, je réponds publiquement à certaines questions qui m'ont été posées sur les modifications des horaires des médiathèques pendant la pandémie. Tout ce travail-là, c'est un travail qui vient en plus du travail habituel, et c'est quelque chose qui prend du temps et qui a été aussi une des raisons pour lesquelles les horaires des médiathèques ont été modifiés. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. On va passer au vote maintenant, si vous voulez bien, sur ces différents sujets. Alors, sur la politique de la ville, l'attribution de subventions aux associations dans le cadre du contrat de ville, qui vote pour? Alors attendez, on va peut-être laisser sortir certains élus, oui, d'accord. Il y en a d'autres qui sortent? Oui, moi aussi. Il y en a d'autres qui sortent? Non? On va laisser M. Mancipose présider. Bien, les mouvements de foule étant terminés, on commence par l'attribution de subventions donc, à diverses associations dans le cadre du contrat de ville. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Merci. Nous passons maintenant à la subvention au groupement d'intérêt public Mission Locale entre Asnières-sur-Seine et Villeneuve-la-Garenne. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Donc, monsieur le maire et les élus sortis peuvent rentrer. Voilà.
Monsieur le maire, on en est au développement économique sur la rétrocession du droit au bail du local 6, 135 avenue d'Argenteuil. Merci. Alors, donc sur cette rétrocession du droit au bail pour le local 135 avenue d'Argenteuil, qui vote pour? À l'unanimité, je vous remercie. Sur le même principe pour le local 59 rue Grand Rue Charles de Gaulle, qui vote pour? À l'unanimité, merci. Même chose pour le local 169 bis avenue d'Argenteuil, qui vote pour? Unanimité, merci. Sur la propreté, donc l'avis de l'organe délibérant sur l'arrêté portant réglementation des modalités de collecte des différentes catégories de déchets, qui vote pour? À l'unanimité, merci. Sur culture et tourisme, sur le déplafonnement de la taxe de séjour sur le territoire de la ville d'Asnières-sur-Seine, qui vote pour? À l'unanimité, merci. Sur l'adhésion de la commune d'Asnières au dispositif Pass Culture, qui vote pour? À l'unanimité, adopté, merci. La convention de mécénat avec le fonds de dotation Asnières Mécénat, donc dans le cadre du festival d'été 2021. Madame Fischer sort, non? Elle ne prend pas part au vote? Bon, alors, Madame Fischer et Monsieur Mar sortent, étant administrateurs d'Asnières Mécénat, c'est bien normal. Alors, donc, qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Voilà. Écoutez, comme il n'y a pas d'autres, on peut faire revenir nos deux élus, qui n'étaient pas bien loin d'ailleurs. Il n'y a pas d'autres questions à l'ordre du jour. Je vous précise que, évidemment, vous êtes les bienvenus, mais vous le savez déjà, sur les animations en reprise à Asnières, puisque petit à petit, vous avez vu hier, il y a une animation pour les enfants, et puis avec Thierry Sellier, sous l'égide de Thierry Sellier et de son équipe. Et puis aussi, les concerts de rue reprennent. Enfin, voilà, petit à petit, les choses se remettent en place, évidemment, dans le respect des règles sanitaires. Et donc, on va poursuivre tout ça gentiment pendant tout le mois de juin, juillet. Espérons que les choses se passent. Madame Picard, là-dessus? Juste, comme on avait envoyé 8 questions, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, une partie de propositions. Donc évidemment, une partie de ces propositions sur lesquelles j'ai reçu une réponse ou une proposition de contact ultérieure. Donc c'est très bien, et donc je voulais en remercier les personnes qui ont pris la peine d'effectivement nous proposer une réponse et un prochain rendez-vous. Donc maintenant sur ces sujets, donc programme défibrillateur, vivier de noms de rue, on attend maintenant les rendez-vous et les propositions de créneaux. Très bien. Merci. Je vous en prie. Donc voilà, prochain conseil municipal le jeudi 1er juillet 2021 à 19h. Passez tous une excellente fin de soirée. Merci à l'équipe de William Baruch pour la retransmission de ce conseil. À bientôt.